Bonsoir à tous. Dans l'entretien du jour aujourd'hui, je reçois un entrepreneur pas comme les autres. Il se définit lui-même comme un entrepreneur culturel et social. Il est aussi artiste plasticien. Estas Agumpé, bonsoir. Bonsoir M. Parizeau. Merci. Bonjour aussi à téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne connaissais pas le statut d'entrepreneur culturel avant de vous recevoir. Quand on parle d'entrepreneur culturel et social, de quoi, de qui parlons-nous? On parle d'Estage Agumpé, on parle de plusieurs projets qui ont été menés depuis au Bénin, depuis les années 2002, 2004, 2006. Oui. Donc c'était des festivals dans les lycées, collèges de Cotonou, d'Abomey-Calavi. C'est également sur le plan social la construction de crèches, de salles de classe, de réfection de puits, du soutien scolaire aux enfants orphelins, du microcrédit pour les femmes en situation difficile. Donc ce sont des projets qu'on a menés jusqu'à aujourd'hui qui ont permis à ce beau monde d'avoir une vie un peu plus aisée. Et depuis combien de temps êtes-vous dans ce domaine de l'entrepreneuriat social et culturel? Social, je dirais depuis 2011. Oui. Culturel, je dirais depuis 2004-2006 jusqu'à ce jour. C'est facile? Pas facile, mais on y fait. Je suis beaucoup croyant, donc avec la force que la foi me préoccupe. Ça me permet aussi quand même d'aller au chevet de ces personnes en situation de précarité, parce qu'on ne peut pas parler de foi sans aider les personnes en situation difficile, l'amour du prochain. Donc je pense que le prenant dans le sens de la foi, c'est quand même plus facile, plus aisé à porter. C'est un moteur qui vous permet de vous mouvoir, c'est ça? C'est clair, oui. On va parler de vous, de vos projets. Je sais que vous avez travaillé sur un projet pendant l'année 2017. Ce projet est arrivé à concrétisation en 2018. Et vous l'avez mis en branle depuis juin dernier. C'est un projet d'exposition itinérante, c'est ça? Tout à fait. Intitulé, et pardonnez-moi, il faut que je dise l'intitulé parce que ça m'a beaucoup fait sourire. Béhanzin, le panthéon africain de la résistance. Tout à fait. C'est ça? Donc Béhanzin, donc voilà, C'est qui Béhanzin? Béhanzin était le dernier roi libre du Dahomey, donc l'actuel Bénin. Donc le Dahomey, il faut dire que c'était que la partie sud du Bénin actuel. Donc on fait souvent cette erreur de penser que c'était tout le Bénin, mais c'est le Dahomey, le Dahomey qui veut dire dans le ventre du serpent, était que la partie sud du Bénin qu'on a aujourd'hui, l'actuelle République du Bénin. Donc Béhanzin va régner sur ce royaume du Dahomey et va se montrer un résistant très farouche. Donc Béhanzin a été intronisé donc, le 1er janvier 1894, donc après la mort de son père, le roi Glélé. Donc il va se confronter à deux grandes guerres qu'on appellera les guerres du Dahomey. Donc les guerres du Dahomey vont durer chacune 2 ans. Donc Béhanzin a régné donc 4 ans de règne, 4 ans de guerre. Donc en 1892, donc la France va envoyer au Dahomey donc le général Alfred Amené Dodds, donc pour réellement mater cette résistance du roi Béhanzin. Et c'est lui qui va déporter le roi Béhanzin en Martinique, donc le 30 mars 1894. Et la deuxième déportation du roi Béhanzin, donc qui est un héros de la résistance africaine, donc notamment au Dahomey, va connaître une nouvelle destination donc en Algérie, donc en 1906. Donc le roi Béhanzin va mettre les pieds donc la toute première fois en métropole, donc les 17 et 18 avril 1906. Donc à Bordeaux, il va être accueilli sous des ovations de journalistes et de curieux qui sont venus voir qui c'est ce roi déchu, puisqu'ils ont tellement entendu parler de lui dans la presse. Donc il prend le large pour lui se rendre en Afrique dans son Dahomey natal, mais il va se faire avoir une deuxième fois. Le roi Béhanzin, donc déporté une deuxième fois en Algérie, où il va décéder le 10 décembre 1906. Donc à Blida, donc voilà. À Blida. Posons-nous 30 secondes pour que les gens comprennent très bien. Vous êtes dans votre élément, je le comprends, mais j'aimerais me montrer un peu pédagogique avec nos téléspectateurs. Vous faites donc une exposition itinérante consacrée à un homme qui s'appelle Béhanzin, c'est-à-dire franciser son nom, mais son nom d'origine c'est Bérin Azi Aïdjre. Merci. Très bien. Et donc la terre tient un œuf. C'est ça. Tout à fait. La terre tient un œuf. La terre ou l'univers tient l'œuf que le monde désire. Que le monde désire. Et c'était son nom
de règne. Son nom de règne. Vous disiez que alors cet homme va régner sur l'ex-Dahomey, qui est l'actuelle République du Bénin, et il va régner 4 années. Et ces 4 ans de règne seront des règnes de lutte de résistance contre le général Amédée Dodd, qui était envoyé par la France pour mater la rébellion dans cette partie considérée comme une colonie de la France. Tout à fait. Jusque-là, on est d'accord. Oui. J'ai une question. Cet homme a régné 4 ans. Comment se fait-il qu'un roi qui n'a fait que 4 ans soit aussi connu que lui? La différence, le fait que le roi Berhyanzi soit aussi connu, c'est sa résistance face à l'impérialisme et à la pénétration occidentale. Oui. Donc Berhyanzi, comme El Hadjoma, Samori Touré font partie des rares figures en Afrique qui ont pu dire non un tant soit peu à la France, aux colons. Donc cela fait que Berhyanzi, l'autre chose aussi, c'est qu'il n'a pas été captivé. Le roi Berhyanzi s'est rendu, donc pour la paix de son peuple et puis pour aussi sauver son trône. Donc quand Berhyanzi se rendait au général Alfred Amédée Dodd à la place Goro, donc c'était pour rencontrer le président Sadi Kano en France, puisque c'était lui qui était président de la France sous la Troisième République française. Sauf que Dodd lui aurait dit, écoutez, oui c'est vrai, il n'y a pas de problème, j'ai déjà discuté avec Sadi Kano, vous allez le rencontrer lorsque vous serez en France. Donc Berhyanzi, c'est lui qui décide de quand il part, c'est lui qui décide de comment les choses vont se passer. Donc, pour cela, il y a un grand respect pour cet homme donc, qui s'est battu pour son peuple jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il va donc se rendre au général Dodd. C'est l'histoire que votre exposition raconte. Et donc, pour faire découvrir cette histoire qui est très méconnue des Français, finalement. Quand je préparais notre entretien, je me disais, tiens, est-ce que les portes se sont automatiquement ouvertes quand il a décidé de raconter cette histoire finalement d'un aïeul lointain et de quelqu'un qui a dirigé en tout cas la terre natale sur laquelle il est né? Ça n'a pas été facile, je dirais, parce que je ne vais pas vous cacher que j'ai fait en fait des demandes de subventions parce que c'est un projet quand même colossal. Oui. On a 12 grands tableaux de 94 sur 114, donc qui demandent un tableau, ça fait presque 10 kilos. Oui. Donc il y a de la matière et c'est des œuvres qui demandent en termes de logistique des moyens. Il faut dire que, comme vous le disiez tantôt, j'ai fait toute la France cet été, donc 8 villes de France, 3 villes donc, dans le département de Saône-et-Loire, Chantilly, Paray-le-Monial, Laclette, Ronchin, métropole lilloise, Paris, Bordeaux et Montpellier. Donc, en termes de déplacement de ces œuvres, de logistique, de sécurisation, de conditionnement, ça demandait énormément de moyens. Donc, j'ai dû recourir à une demande de subvention dans 5 institutions françaises, mais qui sont restées complètement fermées parce que on m'a dit après, écoutez, le thème que vous abordez, donc la colonisation, la résistance, c'est pas des thèmes qui entrent un peu dans notre ligne d'activité culturelle et tout ça. Donc j'ai dû batailler tout seul avec l'aide de quelques personnes qui ont cru en ce projet pour qu'il aboutisse aujourd'hui. Comment vous avez fait finalement pour financer ce projet? Très rapidement, parce que j'aimerais vous entendre sur la façon dont vous préparez les tableaux, les matériaux que vous utilisez, mais juste comment vous avez finalement contourné le verrou du non-financement par les institutions? Comment j'ai pu continuer le verrou, c'est que je suis parti en fait sur les propres moyens. Donc j'ai dû réduire en principe Marseille, on devait faire Marseille cet été, ça n'a pas pu se faire parce que financièrement c'était compliqué. Donc on attend l'année prochaine si le ministère de la Culture du Bénin, puisque c'est un projet qui met également beaucoup plus en valeur le patrimoine historique béninois. Donc, si le ministre Omeki, s'il m'entend, s'il voudrait bien accompagner la deuxième étape de ce projet, On va revenir aux matériaux que vous utilisez. Je lisais une coupure de presse à votre sujet. Est-ce que ça vous flatte qu'on vous présente désormais comme un artiste peintre écolo? Oh, un peu oui quand même, un peu oui, et en même temps ça fait plaisir parce que j'ai toujours été dans cette démarche de protection de l'environnement, d'aller récupérer des matériaux, des trucs qui n'ont plus de vie et leur redonner vie Donc je dis souvent que la nature nous offre beaucoup de choses dont nous ne profitons pas forcément assez comme cela se devait. Donc depuis 2016 j'ai commencé à travailler ce milieu artistique depuis tout petit, donc je faisais des dessins, des caricatures.
J'ai utilisé la peinture acrylique, la peinture à l'huile. Donc, depuis 2016, quand j'ai commencé à basculer sur ce projet du roi Béréanzi, j'ai eu un déclic de pouvoir en fait laisser la peinture industrielle, pardon. Je me suis plongé un peu dans l'univers de cet artiste des années 1800, 1700 qui va vouloir réaliser une œuvre. Forcément, il irait chercher dans son environnement et tout ce qu'il y a autour. Donc, je suis passé maintenant à un travail beaucoup plus naturel. Donc, je travaille avec de la terre, du charbon de bois, du marc de café, du kaolin, des tissus. Donc, mes couleurs, je vais les chercher dans des pétales de fleurs sauvages, dans des écorces d'arbres, la betterave, la rhubarbe. Donc, voilà, des couleurs franchement naturelles. Et je m'amuse souvent à dire que je produis des tableaux bio. Oui, des tableaux bio qui ne sont pas consommables à l'intérieur, mais par la vue. Par la vue, voilà. Est-ce que vous avez le projet, je vous ai entendu dire que vous avez parcouru combien 8 villes en France. Cette ville, c'était dans la 8e ville, je vais la commencer dès le 15 octobre, donc à Marcigny, donc dans le 71, en Saône-et-Loire, donc du 15 octobre jusqu'au 4 novembre. Donc la même expo sur le roi Béréanzi, donc il continue de faire le tour de France. Oui. Voilà. Comment est accueillie cette exposition? Parce que une chose est de dire, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quand vous exposez, que les gens arrivent et que vous leur montrez vos œuvres, vous leur expliquez l'histoire ou les histoires, les petites et les grandes qui sont derrière ces tableaux, comment reçoivent-ils vos histoires, vos visites guidées et comment perçoivent-ils vos œuvres? Vous savez, les gens... avec beaucoup de satisfaction pour moi-même en premier, parce que rester quand même en atelier pendant presque 2 ans, travailler sur un sujet, vous ne savez pas forcément qu'est-ce que les gens vont penser, le retour qu'il va y avoir, est-ce que ça sera positif et tout négatif. Mais vos proches vous disent c'est bien ce que tu fais, c'est très beau. Mais le regard extérieur, ça vous conforte un peu plus dans ce que vous êtes en train de faire. Et je peux vous dire que sur plus de 5000 visiteurs que j'ai reçus en 3 mois d'expo cet été, toutes ces personnes sont parties avec bluffées par l'histoire qu'elles ne connaissaient pas en fait. Donc j'ai reçu des aînés en fait qui pendant qu'ils étaient à l'école, ils voyaient la carte de l'Empire français avec les colonies africaines et on leur disait qu'on allait aider l'Afrique et tout ça, mais là pour l'histoire qu'ils apprennent là, ils ont en fait un autre regard sur leur propre pays, sur leur propre histoire, sur la colonisation. J'ai dit mais tiens, écoutez, voilà la colonisation, voilà il y a eu quand même des séquelles, il y a eu quand même une histoire en fait derrière tout ça. Donc tous les étrangers qu'on voit en France aujourd'hui ne sont pas là parce qu'ils ont faim, ou bien ils ne sont pas là pour venir chercher la tarte au chocolat, ou pour profiter du système social, mais c'est une histoire qui les lie à la France. Donc ils sont là parce qu'ils partagent la langue française, donc voilà, la culture. Est-ce que vous avez rencontré des homologues béninois, par exemple, dans le domaine artistique, qui ont eu, vous avez partagé avec eux? Est-ce que vous irez exposé au Bénin? Tout à fait. En fait, le point sur l'exposition du roi Béréanzi, donc la dernière étape, c'est le Bénin, naturellement. Donc l'année prochaine, si tout va bien et que voilà, moyen y est, donc Marseille, Martinique, Algérie et le Bénin. Donc je reprends en même temps avec l'expo un peu l'itinéraire du roi Béréanzi. Donc pour rencontrer toutes ces belles personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Donc je la fais pour tous les Afros, je l'ai fait pour nos enfants, je l'ai fait pour les Européens, les Occidentaux qui ne connaissent pas en fait forcément l'histoire de l'Afrique et puis d'autres pays qui ont été colonisés par la France. Je peux vous dire que même moi j'ai été plusieurs fois victime de propos et de comportements racistes. Ah oui. Mais avec du recul en fait, c'est surtout ce sont des actes qui m'ont ramené en fait à pouvoir en fait partager un peu l'histoire en fait qui lie toutes les anciennes colonies à la France. Eustache Akumbey, on arrive presque à la fin de cet entretien, mais j'aimerais encore aborder 2 ou 3 questions rapidement avec vous avant qu'on ne mette fin à cet entretien. Quand on s'est autant investi dans quelque chose comme ça, quelle est la finalité? Évidemment, vous venez de me dire que vous avez envie que les gens connaissent cette histoire, la partagent avec vous, etc. Mais ne me dites pas que c'est juste parce que vous avez eu envie de sortir votre épée pour restaurer un personnage historique. Il y a quelque chose derrière. Il y a un autre projet, forcément. Il y a un autre projet, je dirais, comme je l'ai dit à d'autres radios, télévisions, en fait, le projet Béréanzi, Panthéon africain de la résistance, c'est un projet qui est en train de me faire connaître, de m'éclore. Donc, il y a aussi la découverte de l'artiste, de l'histoire, forcément aussi, mais de moi-même
moi-même qui suis en fait artiste, c'est du tout le travail que je fais. Donc c'est en même temps en fait c'est deux objectifs qui sont visés. Oui. Donc il ne sert à rien qu'un talent soit enfui. Donc il faut pouvoir faire découvrir, révéler le talent en fait. Le travail que je fais aujourd'hui avec également vous aussi par rapport à votre invitation et aussi. Donc il va y avoir d'autres projets en fait d'exposition. Oui. Donc ça va, tout mon travail aujourd'hui va. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, ça va être un travail sur les tirailleurs sénégalais. Donc les tirailleurs sénégalais, pardon, le massacre de Tiaroy et Mamadou Adiba, donc Di Adiba, donc le résistant des Vosges. Donc les tirailleurs sénégalais, j'aimerais rappeler parce qu'on se trompe souvent quand on dit tirailleurs sénégalais, on pense que c'est que les Sénégalais. Donc les tirailleurs sénégalais ont porté ce nom, on les appelle également la Force Noire, ont porté ce nom parce que le premier contingent de Force Noire, donc de tirailleurs, la base était au Sénégal. Donc il y avait des Dahoméens, il y avait des Togolais, il y avait des Tchadiens et tout ça. Donc retracer l'histoire et également le massacre de Tiaroy. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette histoire de Tiaroy, ce massacre. Donc exporter tout ça sur des tableaux et puis aussi rendre hommage à ces braves hommes. Pourquoi restez-vous sur ce thème historique? Pourquoi cherchez-vous constamment à rappeler à notre conscience quelque chose dont nous n'avons pas vraiment envie d'entendre parler? Il est important de rappeler l'histoire. Il est important de rappeler l'histoire parce que je dis souvent, pour savoir où on va, il faut mieux s'approprier le passé pour avancer. Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas trop envie d'entendre parler de l'histoire, en fait. Mais c'est important quand même de rappeler l'histoire pour savoir qu'il y a eu des événements qui se sont produits hier, sans revanche, sans haine, mais de façon naturelle, à faire découvrir ces personnages. Que deviennent les tableaux d'aujourd'hui? Que deviendront les tableaux plus tard? Quand vous passerez d'une exposition à une autre, est-ce que vous les vendez? Est-ce que vous les donnez je sais pas, à des musées? Qu'est-ce que ça devient? Déjà, en fait, la première expo des tirailleurs sénégalais va commencer donc fin janvier 2018, donc à Paris-le-Monial. Janvier 2019, vous voulez? Pardon, 2019. Merci. Merci de rappeler. Donc voilà, janvier 2019, donc la première expo des tirailleurs sénégalais commence à Paris-le-Monial, avec en même temps l'expo du roi Béhanzin, donc qui va suivre son parcours. Donc soit c'est des tableaux qui vont finir dans des musées, donc soit vont continuer à être exposés donc dans le monde, un peu partout. Est-ce que les visiteurs ont eu envie d'acheter des tableaux, par exemple? Tout à fait. Donc, les visiteurs ont eu envie d'acheter. Donc, sauf que ce ne sont pas des tableaux que je vends du moins pour le moment. Donc, à Montpellier, donc j'ai eu l'opportunité de croiser Bertrand Naoum. Donc, Bertrand Naoum qui était classé 4e entrepreneur le plus révolutionnaire au monde, donc derrière le patron de Facebook et voilà tout ce qui suit. Donc, qui a pu à ce moment-là se procurer un tableau du roi Béhanzin qui l'a mis dans son bureau. Donc, oui, quand même. Tout à fait. Donc ça vous fait une belle publicité pour tous les industriels qui passent. Peut-être que vous devrez rappeler qui est vraiment Bertrand Naoum. Bertrand Naoum, c'est un ingénieur. Donc il a créé un robot donc pour faciliter en fait tout ce qui est intervention au niveau du cerveau. Donc voilà, MedTech, il est PDG de MedTech, donc une entreprise basée à Montpellier, donc qui est née à Dakar et d'origine béninoise. D'origine béninoise et qui est venu à votre exposition. Tout à fait, et qui a donc acheté un tableau. Qu'il a mis dans son bureau. Une façon de poursuivre l'exposition sur le roi Béhanzin. Tout à fait. Donc, finalement. Je dirais que le roi Béhanzin est vraiment ancré aujourd'hui, comme on appelle un peu partout en France. Donc, et cette histoire va se poursuivre. Eustache Chagompé, merci. Merci à vous également. Je rappelle que vous êtes donc entrepreneur culturel et social. Vous êtes aussi artiste plasticien et en ce moment vous organisez donc une exposition itinérante consacrée au roi Béhanzin. L'expo est intitulée Béhanzin, le panthéon africain de la résistance. Béhanzin, panthéon africain de la résistance. Ah, c'est Béhanzin. Béhanzin, panthéon africain de la résistance. Très bien. Il s'agit évidemment d'évoquer son... Je rappelle aussi rapidement que je suis actuellement en pleine écriture d'un livre avec le même thème sur le roi Béhanzin, un livre illustré qui reprend tous les tableaux et qui en fait vraiment a gardé les noms endogènes, quoi. Donc Agbomé, Hogbonou, donc voilà. Et c'est pour bientôt la sortie? C'est pour bientôt, donc l'édition peut-être au début d'année, au fin de cette année. Bon, vous viendrez nous présenter ce livre illustré. Avec plaisir. Très bien.
et nous raconter la suite de son combat de résistance mené face au général français Alfred Amédée Dode. Avec plaisir. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.